Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous présenter l'imagerie mammaire en cours de grossesse. C'est un sujet effectivement pas facile parce qu'on ne sait pas toujours que faire. Donc j'ai divisé mon topo en deux parties. Tout d'abord, on va voir un petit peu les pathologies qu'on peut rencontrer le plus fréquemment pendant la grossesse, qui sont heureusement la plupart du temps bénignes. Et une deuxième partie sur le cancer du sein pendant la grossesse, où là, on va se poser la problématique du bilan d'extension, qui devra être adapté au... Ah, que j'avance. Qui devra... Encore non, c'est bon. Qui devrait être adapté donc, au risque qu'il peut y avoir pour le fœtus afin de minimiser ceci et sans évidemment sans sous-traiter la patiente. Voilà, en adaptant, en permettant une prise en charge carcinologique optimale sans retarder aussi la prise en charge. Donc, les motifs de consultation les plus fréquents de la femme enceinte en scénologie vont être les mastodinies, qui sont la plupart des cas liés au remaniement physiologique de la glande mammaire. La masse palpable également est souvent liée au remaniement physiologique de la glande, mais ça peut être lié à un galactocèle, à un kyste complexe, un adénome lactant, un adénofibrome, d'autres pathologies bénignes plus rares et évidemment sans oublier la possibilité d'un cancer du sein. Elle peut aussi se présenter avec un sein inflammatoire qui en général sera en rapport avec une mastite non infectieuse pendant la grossesse, mais qui peut également être une mastite infectieuse plutôt en fin de grossesse ou pendant l'allaitement, sans oublier également la possibilité d'un cancer du sein inflammatoire. L'écoulement mamelonnaire est souvent physiologique pendant la grossesse, souvent séro-hémorragique multipore au 3e trimestre et pendant l'allaitement, voire jusqu'à 2 ans après la fin de l'allaitement. Dans tous ces symptômes, l'échographie mammaire devra être l'examen de première intention. Donc cette échographie va tout d'abord montrer des remaniements physiologiques liés à la grossesse. Au 1er trimestre, à partir du 2e mois, c'est l'effet des œstrogènes qui va entraîner une prolifération canalaire avec une diminution du tissu fibro-graisseux et une augmentation de la vascularisation de la glande. Au 2e et 3e trimestre, c'est l'effet de la progestérone qui va lui entraîner une prolifération lobulaire et épithéliale avec une prolifération des canalicules dans lesquelles vont apparaître des sécrétions. Et il y aura la persistance, donc la progression de la diminution du stroma fibreux. Donc l'échographie, c'est vraiment l'examen de première intention. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'effet nocif des ultrasons sur le fœtus lors d'une échographie mammaire. Et de façon générale, c'est un examen qui a quand même une excellente performance diagnostique, surtout quand on a une masse palpable. Et en cours de grossesse, sa sensibilité est meilleure que celle de la mammographie, puisque, vous le savez, souvent le cancer du sein lié à la grossesse va être chez des femmes jeunes, puisqu'elles sont enceintes et qu'elles ont des seins denses. Et en plus, la grossesse va majorer cette densité mammaire à cause des remaniements physiologiques. Voici donc un exemple pour vous illustrer cette diminution de sensibilité de la mammographie chez une patiente mutée qui a bien fait son dépistage avant sa grossesse. Vous voyez à gauche avec un sein qui a une densité plutôt mixte, alors qu'on voit à droite sur sa mammographie de dépistage réalisée pendant l'allaitement, qui a vraiment une augmentation du volume mammaire et de la densité liée au remaniement physiologique de la grossesse. Donc ça peut gêner l'interprétation. Donc on va voir rapidement quelques pathologies qu'on rencontre fréquemment pendant la grossesse. Donc le galactocèle, c'est surtout une pathologie de l'allaitement, mais qu'on peut voir aussi au cours de la grossesse. C'est une masse en général qui est diagnostiquée parce qu'elle est palpable. La patiente consulte pour une tuméfaction qui va être volontiers douloureuse. C'est une dilatation kystique d'un canal terminal ou d'un canalicule qui va contenir du liquide lacté à base d'une émulsion lipidique plus ou moins coagulée. Et en fonction de l'âge de ce galactocèle, l'aspect en échographie va varier. Plus les jeunes, plus il sera anéchogène, plus les vieux, plus il sera hyperéchogène, avec un stade intermédiaire par un niveau liquide-liquide. C'est une image qu'on va classer classiquement en échographie BI-RADS 2 ou 3. Quand il est périphérique, il sera volontiers multiloculaire, alors que quand il sera central, périaréolaire, il sera volontiers uniobuloculaire. Son évolution, c'est soit la régression spontanée, soit la persistance. La cytoponction, on va éventuellement la faire pour soulager la douleur, mais on ne va pas, ou éventuellement confirmer le diagnostic si on a un doute, mais il n'y a pas besoin de faire une cytoponction avec analyse cytologique pour faire le diagnostic, et surtout, il n'y a pas d'indication à faire une mammographie.
L'adénome lactant, c'est une autre pathologie qu'on voit spécifique à la grossesse et à l'allaitement, plutôt au 3e trimestre, qui va également être découverte lors du bilan du MAS palpable. C'est une tumeur épithéliale bénigne avec un contingent glandulaire qui est supérieur au contingent stromal et qui est constitué de lobules lactants, constitués eux-mêmes d'acinides distendus par des sécrétions. L'origine est incertaine, mais ce serait à la base un adénome tubuleux ou un adénofibrome qui se transformerait sous forme d'adénome lactant avec des phénomènes de la lactation. C'est une tumeur qui est en général bien circonscrite, volontiers microlobulée, hypoécogène homogène, avec un contenu volontiers microkystique du fait de la présence de sécrétions, hypervascularisée, avec parfois un renforcement postérieur. C'est une lésion qu'on va classer BI-RADS 4B, et là, donc, il y aura une indication de microbiopsie puisqu'on la classe 4. Mais toujours pas d'intérêt à faire une mammographie dans ce cas-là. Voici un exemple chez une patiente qui consulte pour tuméfaction mammaire à distance du postpartum et d'une grossesse. Elle a des antécédents multiples d'adénofibromes. Et donc là, on voit en échographie une masse mixte avec une composante liquidienne multiloculaire. Vous voyez qu'on a aspiré. On voit très bien dans la seringue qu'il s'agit d'un liquide lacté qui est en fait sécrété par la composante tissulaire qui correspondait à de l'adénose sécrétante à proximité d'un adénofibrome calcifié. Et vous voyez que sur la mammographie, on voit bien cette composante lipidique du liquide à l'intérieur du galactocèle puisqu'on a une image, une clarté bien circonscrite à côté d'un adénofibrome calcifié. Alors j'en profite pour vous dire quelques mots sur les prélèvements histologiques pendant la grossesse. Donc la cytoponction mammaire, elle est à éviter parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs et de faux positifs qui sont liés justement au remaniement physiologique de la grossesse. Donc c'est plutôt à réserver aux aspirations pour soulager, ponctionner un kyste ou un galactocèle et soulager une douleur. Donc si des prélèvements histologiques sont nécessaires pendant la grossesse, il faudra privilégier la microbiopsie. Si possible sous guidance clinique ou échographique. Les indications, ça va être les lésions BI-RADS 4 ou 5, sachant qu'il y a plus de risques qu'en dehors de la grossesse. Il y a des risques de fistules lactées, plus de risques hémorragiques parce que la glande est plus vascularisée, et également un risque infectieux un peu plus élevé parce que la patiente enceinte est un peu immunodéprimée, mais par contre, il n'y a pas de risque de l'anesthésie locale pour le fœtus. Donc, si possible, utiliser une technique non irradiante pour faire ces prélèvements. Un exemple chez une femme enceinte de 7 mois qui a un antécédent d'adénofibrome connu et donc qui était déjà palpable. Et là, pendant la grossesse, elle a constaté qu'il a grossi. Donc, elle consulte. Et effectivement, l'échographie confirme que cet adénofibrome s'est majoré de 118%. Donc, on a rebiopsié et c'est devenu un adénome lactant. Donc l'adénofibrome, c'est une tumeur que vous connaissez parfaitement, qui est fréquente, et donc pendant la grossesse, elle peut effectivement subir quelques modifications. Donc la première, la plus fréquente, c'est l'augmentation de taille, qu'on va tolérer jusqu'à 20%. Si ça dépasse 20%, on va biopsier. Il peut y avoir aussi des phénomènes d'infarcissement, partiels ou totaux, des remaniements inflammatoires, et parfois, on peut avoir une forme d'adénofibrome géante liée à la grossesse. Donc il n'y a toujours pas d'indication à réaliser une mammographie, et on fera une biopsie donc, si ça augmente de plus de 20%. La mastite, c'est également un motif de consultation assez classique. Donc, en général, pendant la grossesse, c'est plutôt non infectieux. Donc, la définition, c'est une inflammation régionale ou diffuse du sein qui est liée souvent à la poussée hormonale. Mais elle peut être impressionnante parce que ça peut être brutal et douloureux. Donc, on ne réalise pas non plus de mammographie en première intention. On va faire une échographie pour s'assurer qu'il n'y a pas quand même un cancer inflammatoire sous-jacent. Donc, on va rechercher une masse ou une collection pour être sûr que ce ne soit pas d'origine infectieuse. Et juste un petit mot, donc pendant l'allaitement, cette mastite, elle va être volontiers infectieuse, alors que dans le postpartum, il faudra aussi penser à un autre diagnostic qui est la mastite granulomateuse. Donc, voici un exemple de mastite pendant une grossesse, une patiente qui est enceinte de 28 essales, elle consulte parce qu'elle a vraiment les seins douloureux qui sont devenus rouges, avec une augmentation de volume assez brutale et plutôt asymétrique. Et l'échographie mammaire montre qu'il y a des stigmates de grossesse avec une hyperplasie de la glande. Il n'y a pas de masse suspecte, il n'y a pas de collection sous-jacente. Par contre, on voit un épaississement important de la peau et un œdème des tissus celluleux graisseux sous-cutanés sans adénopathie pathologique. Et donc, voilà, c'était une mastite simplement liée à l'imprégnation hormonale brutale. Alors, donc vous avez vu que pour l'instant, l'échographie a fait tous les diagnostics,
Donc, pourtant, la mammographie n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse, mais comme c'est une technique irradiante, on fait attention. Alors pourtant, l'irradiation fétale est vraiment négligeable pendant une mammographie, moins de 0,03 mg si on fait une incidence double incidence bilatérale. Il n'y a aucun effet tératogène qui a été démontré pour moins de 50 mg. Par contre, à partir de 100 mg, il y a un risque de plus 1% des malformations et des cancers chez le fœtus. Et donc, je vous rappelle juste qu'il y a deux effets des radiations ionisantes. D'abord, les effets déterministes qui apparaissent avec un seuil, qui ont un effet à court terme et qui vont donner plutôt des malformations et des retards de croissance, alors que les effets stochastiques vont apparaître sans seuil, avec un effet à long terme et vont plutôt donner des leucémies et des cancers. Donc, on fait toujours attention. Nous, on utilise le principe qu'on appelle le principe d'Alara. C'est as low as reasonably achievable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser le moins de rayons possible pour faire le meilleur diagnostic possible. Et donc, il faut aussi penser, parce qu'on pense à l'irradiation du fœtus, mais aussi il faut penser à l'irradiation de la maman, surtout de la glande mammaire, puisqu'on a vu que le sein se développe de façon assez importante pendant la grossesse. Donc, ce sein va devenir aussi plus sensible aux rayons X. Donc, il faut aussi y penser. Donc, les indications de la mammographie pendant la grossesse, ça vont être réservées vraiment aux anomalies cliniques suspectes, sans anomalies visibles en échographie. Et donc, pourquoi? Parce qu'on va rechercher des microcalcifications, une asymétrie focale de densité, une distorsion architecturale. Et évidemment, en cas de diagnostic récent de cancer du sein pendant la grossesse, ça fera partie aussi d'un des examens du bilan d'extension. Et donc, en général, en fonction de l'indication, on va parfois réaliser qu'une seule incidence oblique pour minimiser justement l'irradiation. Et si des incidences complémentaires sont nécessaires, voire une tomosynthèse, il faudra vraiment que ça apporte quelque chose au diagnostic et surtout au traitement. Il faut vraiment que ça change la thérapeutique. Alors, l'utilisation d'un tablier de plomb, elle est de plus en plus discutée. Nous, ça ne se met plus parce que ça augmenterait le rayonnement diffusé et le rayonnement à la peau. Par contre, ça peut avoir... Alors là, dans le contexte de mammographie, la dose est tellement minime qu'en mettre un ou pas en mettre, ça ne change pas ça change rien. Mais ça peut avoir un effet rassurant pour la patiente ou au contraire anxiogène. Donc finalement, il faut adapter à chaque patiente s'il faut en mettre un ou pas. Et ça, finalement, c'est le rôle des radiologues, c'est au rôle du radiologue de décider si on en met un ou pas, parce que j'ai déjà vu sur des ordonnances faire une radio avec tablier de plomb. Et puis finalement, nous, on considère qu'il ne faut pas en mettre. Donc ça, c'est la radioprotection, je pense que ça fait partie des compétences des radiologues. On va passer maintenant à l'imagerie mammaire du sein pendant la grossesse. Donc, juste une petite diapo de rappel sur, vous connaissez sûrement mieux que moi, la définition du cancer du sein pendant la grossesse. C'est un cancer qui est donc diagnostiqué pendant la grossesse ou dans l'année après l'accouchement. Ça concerne une grossesse sur 3 000 à 10 000. Ce sont des stades qui vont être de plus haut grade, avec plus souvent une atteinte ganglionnaire. En général, ce sont des cancers RH-, HER2+, qui sont quasiment toujours diagnostiqués sur une masse palpable. Et les stades sont 2 fois plus avancés que chez une femme non enceinte, avec 30% de T3 ou T4 et plus de 50% de T2, volontiers sous une forme inflammatoire et avec un moins bon pronostic. Voici donc un exemple chez une patiente de 34 ans qui est enceinte de 35 SA. Elle est mutée, BRCA1, et elle a déjà un antécédent de cancer du sein gauche à l'âge de 29 ans. Et là, elle consulte pendant sa grossesse pour une masse palpable du QSI à droite. Elle n'avait pas fait de dépistage, effectivement, avant, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, effectivement, l'échographie montre une masse, vous voyez, hypoéchogène, de forme de contours irréguliers, avec quelques petits piquetés hyperéchogènes qui peuvent faire suggérer la présence de microcalcifications. Et il y a des ganglions hyperplasiques dans le creux axillaire. Donc, cette patiente a donc bénéficié d'abord d'une microbiopsie avant la mammographie. La microbiopsie a montré qu'il y avait du carcinome canalaire in situ. La cytoponction axillaire était négative, mais hématique, puisqu'on a vu que chez les femmes enceintes, il y a un peu plus de vascularisation. Donc, ça a rendu la cytoponction non contributive. Là, comme on trouvait que il y a du carcinome in situ et on a quand même une masse suspecte cliniquement et des ganglions, on a fait la mammographie qui montre... effectivement des microcalcifications en profondeur du cadran supérieur interne, mais également un aspect de distorsion en avant. Donc, on a refait une cytoponction ganglionnaire et on a décidé, après avoir refait une échographie de second look qui ne montrait pas vraiment de traduction de la distorsion, on ne retrouvait que cette masse qu'on avait déjà vue initialement. Donc, on a décidé de faire une macrobiopsie sous échographie pour vraiment rechercher
de l'invasif. Et on n'a pas trouvé l'invasif, il n'y a toujours que du CCIS. Mais la deuxième cytoponction axillaire était pourtant positive. Donc, il a été décidé d'attendre, de programmer en fait une césarienne à 40 SA, de rien faire, d'attendre, voilà, et de faire ensuite une prise en charge chirurgicale. Mais on a quand même réalisé une IRM mammaire, un PET scanner à J6 après la césarienne, qui confirmait donc un foyer de microcalcification, une distorsion, et entre les deux, un rehaussement non masse, mais pas franchement de masse voilà, évidente. Et le PET scan montrait la même chose avec des adénopathies aussi axillaires. Alors, pas beaucoup d'adénopathie hypermétabolique, mais en IRM, on voyait plusieurs ganglions anormaux. Et au final, cette patiente, elle avait donc 8 cm de CCIS et 1 cm de carcinome cardiaque invasif, d'un triple négatif. Et elle avait un ganglion métastatique positif. Et elle va bien. Ça, c'était en 2018. Elle a eu une reconstruction mammaire là, en 2020. Et elle a une petite fille qui va bien pour l'instant, qui n'a pas de retard moteur. Et donc, alors pourquoi on n'a pas réalisé d'IRM mammaire pendant la grossesse? Parce que, bon, déjà, pour juste explorer une anomalie clinique, ce n'est pas forcément conseillé de faire une IRM, encore moins pendant la grossesse. Par contre, là, c'était du CCIS, donc on n'a pas... et surtout, elle était enceinte. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles il faut éviter de faire des IRM mammaires pendant la grossesse. Premièrement, parce que normalement, comme vous a montré Cédric, il faut toujours injecter du chélate de gadolinium pour faire un diagnostic de cancer du sein, même s'il y a des nouvelles séquences qui nous permettent d'éviter ça. Et donc, pourquoi on évite les chélates de gadolinium pendant la grossesse? C'est fortement déconseillé, voire contre-indiqué, parce que ça traverse la barrière placentaire. Ensuite, c'est éliminé dans le liquide amniotique via l'urine du fœtus. Et ensuite, ces chélates vont se dissocier et donner du gadolinium libre. Et c'est ça qui est nocif. Donc, c'est réingéré après par le fœtus. Et voilà, il y a donc des cas chez l'animal qui a été décrit de mort in utero et de malformation fétale. Ça a aussi été constaté chez le nouveau-né avec plus de morts-nés, plus de morts néonatales et parfois des réactions cutanées et articulaires après la naissance. De plus, donc l'IRM, c'est une technique qui utilise un champ magnétique, des ondes de radiofréquence et des gradients. Donc, faut éviter on évite déjà le premier trimestre, il y a une contre-indication à cause de ça, à cause de l'organogénèse. Et donc, d'après les recommandations de l'American College of Radiology, c'est fortement déconseillé d'en faire avant 16 SA. Pourquoi? Parce que chez l'animal, il a été constaté des retards de croissance intra-utérin, une prématurité plus importante, mais qui n'a pas été démontré chez l'humain. Mais vu qu'on n'en fait quasiment pas, parce que c'est une contre-indication au premier trimestre, on en fait évidemment à la fin de grossesse, des IRM fétales, ça se fait au deuxième trimestre, mais avant 16 SA, finalement, on n'en fait pas tant que ça, donc il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. Il y aurait un risque théorique de surdité lié à l'effet sonore des gradients, mais qui n'a pas non plus été démontré pour l'instant. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, chez cette patiente, vu qu'elle était enceinte de 35 SA, elle n'aurait de toute façon pas pu avoir l'examen, parce qu'elle n'aurait pas pu se mettre sur le ventre, enfin, on n'aurait pas pu faire l'examen. Techniquement, ce n'est pas possible, voilà, parce que c'est un examen qui se fait en procubitus ventral. Voilà. Donc, si nécessaire, comme on a fait chez cette patiente, on a reporté l'examen après l'accouchement, parce que c'était possible, parce qu'elle était en fin de grossesse, mais c'est vrai que si c'est un cancer plus précoce, c'est plus difficile. Donc, on peut quand même être amené à faire des IRM, mais il faut respecter des critères particuliers. Donc, il faut que le champ magnétique soit le plus faible possible, donc plutôt une machine à 1,5 Tesla que 3, et il faut que l'examen dure moins de 30 minutes. Et si possible, il faut le faire sans injection, donc avec des bonnes séquences morphologiques T1 et T2 et la diffusion. Comme nous a montré Cédric, la diffusion est de plus en plus performante. Donc déjà, on peut essayer de répondre à certaines questions en faisant un examen sans injection. Et si vraiment l'injection est indispensable, il faut vraiment que les bénéfices pour la maman et pour son traitement soient largement supérieurs aux risques fétaux. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être discutées en staff multidisciplinaire. Et il faut qu'il y ait tout le monde, il faut qu'il y ait les chirurgiens, les oncologues, les radiologues, les anatomes, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait les pédiatres. Malheureusement, souvent, ils ne sont pas là, mais voilà. Et il faut aussi un consentement éclairé de la patiente. Et donc, toujours respecter ce principe d'Alara. Donc, sachant que dans la plupart des cas des cancers du sein liés à la grossesse, le diagnostic est permis par l'examen clinique, l'échographie, mammaire axillaire de première intention et la biopsie sous écho. Et donc là, juste pour vous rappeler quand même que l'IRM mammaire, c'est bien beau, c'est un examen qui a une excellente sensibilité, comme nous l'a montré Cédric, mais vous voyez que pendant un allaitement, voire une grossesse, voilà l'aspect qu'on aurait. On a un rehaussement glandulaire qui peut être important et masquant,
Et donc, finalement, l'examen n'aura pas forcément voilà, donc ça d'intérêt. Donc, il faut peser voilà, les pour et les contre, faire attention à tout ça. Donc, je ne vous rappelle pas les indications du bilan d'extension, mais selon les recommandations de l'INCa, il y a 3 possibilités. Soit on fait une radiothorax, une échographie abdominale, une scintigraphie osseuse, soit un scanner thoracoabdominal pelvien injecté, une scintigraphie osseuse, soit un TEP scan seul. Chez la femme enceinte, si on respecte les principes d'Alara, on va plutôt choisir radiothorax, échographie abdominale, scintigraphie osseuse, sauf qu'on sait très bien qu'en fait, c'est le PET scanner qui a la meilleure performance surtout face à l'imagerie conventionnelle pour le bilan d'extension d'un cancer du sein, surtout chez ceux qu'on va voir chez la femme enceinte, qui vont être avoir des grades plus agressifs, triple négatif, HER2, qui auront donc un risque de métastase extra-axillaire plus important. Et tout en quand même gardant à l'esprit qu'il y a aussi des facteurs limitants de du PET scan, c'est-à-dire que dans les carcinomes lobulaires, ça va être beaucoup moins sensible, dans les faibles grades, faible prolifération, ou les fortes expressions RH. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte en stade multidisciplinaire. Donc voici un exemple d'une autre femme enceinte, 35 ans, enceinte de 25 SA. Elle se présente, elle, avec un sein gauche inflammatoire et des douleurs osseuses diffuses. Vous voyez que l'échographie montre une infiltration tumorale assez diffuse du sein, avec un épaississement cutané et des adénopathies axillaires assez importantes. La microbiopsie a montré la présence d'un carcinome canalaire infiltrant, avec des métastases ganglionnaires. Donc là, il y avait une indication de chimiothérapie en urgence. Vous voyez que le PET scan a montré que non seulement elle avait des métastases ganglionnaires, mais aussi pleurales, osseuses et hépatiques. Donc elle a eu une chimiothérapie. L'accouchement a été déclenché à 35 SA. Malgré plusieurs cures de chimiothérapie, elle a progressé. Elle est décédée 9 mois après le diagnostic, mais elle a une petite fille aînée qui est en bonne santé, qui marche. Donc, tout ça pour en venir aussi au risque à la sécurité du PET scan. Donc, pendant le PET scan, il y a aussi une radiation fétale qui va être liée à plusieurs facteurs. D'abord, la radioactivité maternelle, en particulier dans la vessie, puisque le produit, le radioisotope est éliminé dans les urines. Donc, ça va créer un réservoir de radioactivité directement au contact du fœtus. Donc, il va falloir demander aux patients de bien s'hydrater et d'aller souvent uriner, voire la meilleure solution, c'est de mettre une sonde urinaire, comme ça, la vessie est tout le temps vide et ça évite l'irradiation au fœtus. Alors, sachant qu'à Tenon, nos médecins nucléaires, ils arrivent à faire des PET scans avec une demi-dose de radioisotope et avec une irradiation fétale très faible à 1 mg. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radiotraceur va aussi traverser la barrière placentaire, va se distribuer au fœtus avec une dose là qui va être difficile à évaluer et qui sera apparemment plus forte au niveau du cerveau. Et ce qu'il faut, vous savez que quand on fait un TEP, on fait aussi un scanner. Donc ce scanner utilise aussi des radiations ionisantes, donc ça va être une autre source d'irradiation externe pour le fœtus qui varie de 6,7 à 20 mg en fonction du terme. Donc, tout ça pour dire pourquoi on ne ferait pas des IRM corps entier, puisque si on veut moins irradier le fœtus, sachant que les recommandations de l'INCa, c'est plutôt des techniques irradiantes qui sont conseillées, et on sait que le PET scan, c'est vraiment la meilleure performance, et que c'est un examen qui est apprécié des cliniciens parce qu'il est facile à lire. Alors que l'IRM corps entier, c'est pas quelque chose de simple pour le clinicien, donc ça ne plaît pas trop. Pourtant, on peut faire des IRM corps entier avec des séquences de diffusion qui sont très prometteurs. Enfin, c'est un examen très prometteur qui serait une très bonne alternative diagnostique et très intéressante pour limiter l'irradiation du fœtus. Et donc, il y a de plus en plus d'études sur ce sujet qui montrent que c'est faisable et fiable sans injection pendant la grossesse, aussi bien sur un 5 Tesla que 3 Tesla. Mais il faut juste respecter certaines conditions et donc éviter d'exposer le fœtus trop longtemps. Et donc, il y a des recommandations pour ça. Il faut savoir que le champ magnétique, ça augmente la température du fœtus, ou de tout tissu humain qui va être rentré dans la machine. Et il faut qu'il soit inférieur à 0,5 degrés, sachant qu'il y a un risque tératogène qui existerait à partir de 1,5 degré. Donc, il faut réduire au maximum, réduire au minimum les paramètres techniques. Il faut que ce soit qui influence le champ magnétique et le bruit acoustique. Il faut limiter le temps d'examen. Et vous voyez que chez le porcelet, ils ont montré qu'il y a vraiment une élévation de température minime si l'examen dure moins de 30 minutes, même sur une 3 Tesla, et en mettant tous les paramètres au minimum.
Donc, pour ça, tout ça, après, c'est encore des examens qui doivent être validés en staff multidisciplinaire. Et il faut que ce soit fait aussi par une équipe de radiologues qui a l'habitude, enfin, qui sait faire. Parce que ce n'est pas forcément un examen facile à interpréter quand il y a la grossesse, le liquide amniotique qui peut créer des artefacts. Voilà. Et donc, pour finir, je voulais aussi vous sensibiliser au fait que finalement, la patiente comme le fœtus, pendant une grossesse avec ce genre de diagnostic, va en fait avoir besoin de plusieurs examens complémentaires, mais aussi de traitements. Et donc, chaque spécialiste va penser à sa spécialité, mais pas forcément au cumul de tous les examens ou tous les traitements que la patiente va avoir. Donc, je pense que c'est à ça que servent les staffs multidisciplinaires et qu'il faut essayer de penser à tous ces risques, même si évidemment, il faut d'abord penser aux bénéfices pour la patiente, mais il faut savoir peser tout ça. Donc, en conclusion, l'échographie mammaire, c'est vraiment l'examen à faire en première intention chez la femme enceinte. Éviter la mammographie si elle n'est pas utile, sauf évidemment pour le bilan d'extension d'un cancer du sein. S'il y a besoin d'une mammo, faire si possible une seule simple incidence oblique, surtout au premier trimestre. La cytoponction à éviter. La microbiopsie à privilégier s'il y a besoin de prélèvement histologique, sachant qu'il y a quelques risques un peu plus importants qu'en dehors de la grossesse. Si l'IRM est nécessaire, il faut y réfléchir, savoir qu'il faut quand même l'éviter avant 16 SA, éviter l'injection de produits de contraste, si possible utiliser une IRM 1,5 Tesla et un examen qui dure moins de 30 minutes. Et enfin, en cas de diagnostic récent d'un cancer du sein, pour le bilan d'extension, je pense que tous les examens, la stratégie doit être discutée en RCP spécialisée, pour essayer, en fonction du risque métastatique de la patiente, de savoir quels sont les meilleurs examens qui permettront un traitement optimal pour la patiente sans être trop risqué pour le fœtus. Voilà, merci de votre attention.